Quand on parle de cybersécurité, l'image qui vient tout de suite, c'est souvent celle d'un hacker dans une pièce sombre face à des lignes de code. Mais en réalité, tout commence par une question bien plus fondamentale, de quoi est fait notre monde numérique ? C'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui, les systèmes d'information, la véritable architecture de notre vie en ligne. Pour y voir clair, on va suivre un parcours en 4 temps. D'abord, on va définir ce qu'on cherche à protéger. Ensuite, on va apprendre à en dessiner la carte. Après ça, on verra comment décider ce qui est le plus précieux. Et enfin, on apprendra à calculer le danger. C'est parti. Bon, alors, on commence par la base. Si on pose la question « Qu'est-ce qu'un système d'information ?», la réponse qui vient spontanément, c'est presque toujours lié aux ordinateurs. Mais comme on va le voir, cette vision est, disons, très incomplète. Voilà le truc. D'un côté, il y a l'idée commune, des machines, du logiciel, simple, basique. Mais la vision des pros, comme celle de l'ANSSI, l'Agence française de cybersécurité, nous fait complètement changer de perspective. Un système d'information, ce n'est pas juste du matériel et du code. Ce sont aussi les gens qui s'en servent, les données qui y transitent et les règles du jeu qui organisent tout ça. C'est un véritable écosystème vivant. Donc, la première chose à bien retenir, c'est qu'un système d'information, qu'on appelle souvent SI, ce n'est pas juste un empilement de technologies. Non, c'est un ensemble d'éléments qui travaillent ensemble pour atteindre un objectif. Et pour le protéger, il faut d'abord bien connaître toutes ces pièces. En fait, c'est assez simple. On peut décomposer n'importe quelle scie en 6 grandes familles de composants. Et comprendre comment ces 6 pièces s'assemblent et interagissent, c'est la toute première étape pour espérer le protéger efficacement. Et tout commence et tout finit avec l'humain, que ce soit la personne qui utilise son ordinateur tous les jours, l'équipe technique qui gère les accès, ou le dirigeant qui décide d'investir dans la sécurité. C'est l'humain qui est à la fois la plus grande force et, bien souvent, la plus grande faiblesse du système. Ensuite, bien sûr, il y a la partie technique, la plus visible. D'un côté, le matériel, tout ce qu'on peut toucher, du smartphone au serveur en passant par le routeur. Et de l'autre, les logiciels, tout ce code invisible qui fait tourner la machine et qui donne vie à l'ensemble de l'infrastructure. Et on arrive à ce qui est souvent le plus précieux, mais aussi le plus invisible, les données, le carburant du système et les processus métiers. Ces processus, ce sont les manières de travailler, les procédures qui font qu'une entreprise crée de la valeur. Et ce sont ces éléments immatériels qu'il est absolument crucial de protéger. Ok, maintenant qu'on connaît les composants, la grande question c'est comment on protège tout ça ? La première règle de n'importe quelle défense est simple. On ne peut pas protéger un territoire qu'on ne connaît pas. Il faut donc, avant toute chose, le cartographier. Mais pourquoi c'est si important au fond ? Imaginez, c'est comme essayer de défendre un château sans en connaître les plans. On ne sait pas où sont les trésors, ni où sont les portes dérobées par lesquelles un attaquant pourrait entrer. Une bonne cartographie, c'est ce qui permet de passer d'une défense à l'aveugle à une vraie stratégie de protection. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas de la science-fusée. C'est un processus très logique. On commence par se demander pourquoi on fait cette carte. Ensuite, on fait l'inventaire de tout ce qui existe. On analyse comment tout ça communique et on dessine le plan. Mais l'étape la plus critique, c'est la dernière. S'assurer que cette carte reste vivante et à jour. Parce qu'ainsi, ça change tout le temps. Bien, le territoire est maintenant cartographié. Il faut décider où placer les défenses. Et en cybersécurité, c'est une règle d'or, on ne peut pas tout protéger de la même manière avec la même intensité. Il faut donc prioriser. Et pour ça, il y a une distinction fondamentale à faire. D'un côté, on a les biens de support, un serveur, un ordinateur, c'est important bien sûr. Mais ça se remplace. De l'autre côté, on a les biens essentiels, la base de données client, une application critique. Eux, ce sont les joyaux de la couronne, et leur perte peut, littéralement, signer la fin de l'activité. Alors, pour protéger ces fameux joyaux, les experts s'appuient sur 3 grands principes. On appelle ça le triptyque DIC, ou la CIA triade en anglais. C'est vraiment le socle de toute la sécurité de l'information. Le premier pilier, la disponibilité. La question est toute simple, est-ce que le service est accessible quand on en a besoin ? L'exemple typique d'une attaque contre la disponibilité, c'est le déni de service, ou DDoS, qui va submerger un site web pour le rendre totalement inaccessible à ses utilisateurs légitimes. Deuxième pilier, l'intégrité. Là, on est sur une question de confiance. Est-ce qu'on peut être absolument certain que les données sont exactes, qu'elles n'ont pas été modifiées sans autorisation ? Un ransomware, qui chiffre tous les fichiers d'une entreprise, s'attaque directement à cette intégrité, en rendant les données inutilisables et non fiables. Et enfin, le dernier pilier, la confidentialité. Son but est facile à comprendre, s'assurer que l'information qui doit rester secrète, le reste. Une fuite de dossiers médicaux ou de secrets industriels, c'est l'échec total de la confidentialité. Allez, on récapitule. On sait ce qu'on a, on a la carte du territoire et on a identifié les joyaux à protéger en priorité. La question suivante, c'est quel est le niveau de danger concrètement ? Pour répondre à ça, il faut parler de risque.
Alors là, attention, il y a deux mots qu'il ne faut surtout pas confondre. D'un côté, il y a la menace. La menace, c'est le quoi ou le qui. Un hacker, un virus, une inondation. Et de l'autre, il y a la vulnérabilité. C'est le comment, la faille, la porte d'entrée. Un logiciel pas à jour, un mot de passe trop simple. Et voilà la formule presque mathématique d'un incident de sécurité. Il n'y a pas d'incident sans ces trois éléments. Un hacker, la menace, qui exploite un logiciel non patché, la vulnérabilité, pour voler des données et donc causer un impact. Le risque, au final, c'est la synthèse de tout ça. C'est le potentiel de perte. Et pour l'évaluer, on combine deux facteurs. D'un côté, l'impact, c'est-à-dire la gravité des dégâts si l'incident se produit. Et de l'autre, la probabilité, autrement dit les chances que ça arrive. Pour y voir plus clair, les pros utilisent souvent une matrice comme celle-ci. C'est très visuel. Un risque avec un impact faible et une probabilité faible, il est dans la zone verte, en bas à gauche. On peut l'accepter. Mais un risque avec un impact dévastateur et une forte probabilité que ça arrive, là on est dans le rouge vif, en haut à droite. C'est l'urgence absolue. Une fois qu'un risque est identifié et évalué, il y a trois grandes options stratégiques. On peut essayer de le réduire, en installant un pare-feu par exemple, on peut le transférer, typiquement en prenant une cyberassurance, ou alors on peut l'accepter si le coût pour le réduire est plus élevé que le risque lui-même. C'est ça qui est crucial. La cybersécurité, ce n'est pas l'élimination totale du risque, c'est son pilotage intelligent. On a tout vu. La définition, la cartographie, l'analyse du risque. Le chemin est tracé. La vraie question maintenant, ce n'est plus de savoir ce qu'il faut faire. C'est de se demander, dans notre propre monde numérique, au travail ou à la maison, quelle est cette fameuse porte d'entrée qu'on a peut-être oublié de vérifier.